Ah, nice. Quand t'es prêt, man. Ok, salut tout le monde. Alors, on commence par vous faire un bref résumé de toute la problématique et de tout le contexte sylvicole qui entoure la forêt feuillue. La forêt feuillue, c'est passionnant. Pourquoi? Parce que c'est une sylviculture qui est très fine. On est à l'échelle de l'arbre. Alors, on sort un peu de la sylviculture à l'échelle du peuplement où on ramasse tous les arbres. Et c'est surtout à l'échelle de l'arbre. Et là, c'est ça qui est vraiment... quand je parle de sylviculture fine, c'est qu'on décide est-ce que cet arbre-là, on le laisse dans la forêt ou est-ce qu'on le prélève. Et ce choix-là, c'est en fonction de la vigueur de l'arbre, donc à quel point il pousse et c'est quoi sa probabilité de mortalité dans les prochaines années et surtout de sa qualité. Et par qualité, je veux dire la valeur monétaire. Et en forêt feuillue, c'est quelque chose qui varie énormément en fonction de la taille, évidemment, mais surtout en fonction des défauts que l'arbre va développer au cours de sa vie. Et un contexte aussi qui est particulier à la forêt feuillue, c'est que ce sont des forêts où les perturbations naturelles, ce sont des perturbations qui reviennent rapidement dans le temps et surtout qui sont des perturbations mineures. Alors, ça perturbe uniquement une partie de la forêt, ce qui fait en sorte que ça crée des forêts inéquiliennes où il y a plusieurs, en fait, la structure est complexe, l'âge des arbres varie énormément, la taille des arbres varie énormément et ça nous amène donc à faire des coupes partielles. On a souvent l'impression qu'il y a des coupes partielles, surtout dans la population en général, qu'il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de coupe totale, parce qu'on sait que c'est pas beau des coupes totales. Mais qui dit coupe partielle ne veut pas dire nécessairement qu'il n'y a pas de problème. En fait, les problèmes peuvent être plus élevés encore ou plus importants encore avec la coupe partielle. Pourquoi? Parce que ça implique un choix de tige. Un choix de tige qui va nous demander à la fois, parce que si on fait des prescriptions sylvicoles, évidemment, c'est pour approvisionner des usines de transformation en matériaux pour répondre à un besoin de la société. Donc, il faut considérer la valeur des approvisionnements aux usines. D'autre part, il faut aussi garder un capital forestier en croissance, puis de bonne qualité, puis de bonne vigueur sur pied. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut aller chercher. Et si on ne l'a pas, on va avoir tendance à écrémer notre forêt. Dans le passé, au départ, être capable, devant donc la structure qu'on voit ici, là, une structure inéquilienne de la forêt, avec un mélange de jeunes tiges puis de tiges plus grandes, les forestiers, dans les années 60-70, avec le début de la mécanisation, se sont dit on n'ira pas gaspiller cette régénération-là qui est déjà bien implantée. Donc, on va faire une coupe partielle qu'on va appeler de la coupe à diamètre limite, c'est-à-dire que le choix des tiges va être basé sur leur diamètre. Si l'arbre ou la tige de l'arbre a un diamètre plus gros qu'une certaine limite, qui était souvent environ 30 cm, on récoltait l'arbre. S'il était moins élevé, on le laissait sur place pour laisser la régénération. Dans son application, malheureusement, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, c'est-à-dire que dans la plupart des cas ou dans de nombreux cas, la coupe à diamètre limite, les arbres qui étaient récoltés au-dessus d'un certain diamètre étaient seulement ceux qui étaient les plus beaux. Ce qui a fait en sorte qu'on laissait des gros arbres pas très beaux, pas très vigoureux, qui ont diminué la qualité du capital forestier graduellement dans le temps. Exactement. En fait, c'est un biais naturel là, vers les tiges les plus belles et qui ont la plus grande valeur. Et là, devant ça, après quelques années, en fait, après quelques passages de coupe comme ça a laissé de grands massifs là, de forêt peu vigoureux, avec peu de qualité. On a donc implanté ce qu'on appelle la coupe de jardinage, qui est une coupe, en fait, qui est encore une fois une coupe partielle et qui se base justement, qui a intégré un système de classification des tiges qui a été développé grâce à des dispositifs là, expérimentaux. Et où justement, à l'aide d'un système de classification, on classifiait les tiges. Est-ce que les tiges sont vigoureuses et est-ce que les tiges sont de qualité? Et là, on essayait d'en prélever, justement, en prélever là-dedans. Et surtout, nous donner qu'est-ce qu'on prélevait en priorité? En fait, en priorité, on prélevait les arbres qui n'étaient pas vigoureux. Et par la suite, on essayait, au travers des arbres pas vigoureux, d'aller prélever les arbres qui avaient le plus de qualité. Et c'est ça aussi, et surtout, c'est ça l'important, c'est qu'on ne prélevait plus uniquement les arbres selon un diamètre limite. On était obligé d'aller chercher les arbres en fonction de leur qualité, en fait, en fonction de leur vigueur, mais un arbre pas vigoureux peut être petit, là. Alors, on allait chercher tous
toutes les grosseurs de tiges pour vraiment là, complètement aller dans une autre direction là, que le diamètre limite. Alors on prélevait autant les petites tiges que les grosses tiges en se basant sur leur vigueur. Par la suite, on essayait d'aller chercher les arbres qui avaient le plus de qualité là-dedans. Par contre, encore une fois, qui dit coupe partielle ne veut pas dire pas de problème. C'est absolument faux. Ça a amené d'autres problèmes. En fait, les résultats des premières coupes là, dans un contexte industriel, alors en sortant vraiment des dispositifs là, expérimentaux, on s'est rendu compte que justement la mortalité était jusqu'à 40% plus élevée dans les années suivant la coupe et donc la croissance beaucoup plus faible que dans les dispositifs. À cause de la mortalité. Donc il y avait les arbres vigoureux poussaient, mais la mortalité faisait en sorte qu'on avait de la croissance négative, donc on a fait le constat que ça ne marchait pas finalement. Exactement, puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'était pas bon. C'est très compliqué de déterminer si un arbre est vigoureux, si un arbre n'est pas vigoureux, et si un arbre a une forte probabilité de mortalité dans les prochaines années ou pas. Alors, et aussi, le système de classification qu'on utilisait, on pense que dans un contexte industriel, il a été utilisé peut-être, là, en fait, il n'encadrait pas de façon assez rigoureuse la sélection des tiges. Alors, il se passait encore un certain biais vers des arbres encore vigoureux. On était capable un peu de jouer là-dessus. On a donc observé ces failles-là, malheureusement, un rendement beaucoup moins intéressant qu'on pensait, ce qui a amené la création du système MSCR. Donc, on garde encore des coupes de jardinage, mais on change le système de classification de la vigueur des arbres. On le rend beaucoup plus... en fait, on décrit mieux tous les types de défauts qu'un arbre peut développer dans sa vie et on encadre beaucoup plus le choix des arbres. Et peut-être pas le choix des arbres, mais je dirais on encadre beaucoup plus la détermination. Comment on va déterminer si un arbre est vigoureux ou pas? On laisse pas de place à l'interprétation. Exactement. En fonction de 4 priorités de récolte qui sont le MSCR, ça le dit dans le guide. Par contre, on a eu justement, durant mon doctorat, dans les dernières années, en fait, ensemble, on a travaillé pour valider ce système de classification-là, puis on s'est rendu compte que, évidemment, on s'est amélioré beaucoup là, dans tout, si on compare à tout l'historique des coupes en forêt feuillue, mais le système n'est pas encore parfait. On va vous le présenter durant le cours, ce qu'il faut que vous gardiez en tête. On va justement aussi vous montrer d'autres systèmes qui découlent directement de nos recherches. Puis il faut garder en tête que le système de classification MSCR, c'est un outil intéressant qui permet d'identifier de façon très précise tous les défauts sur un arbre, mais c'est pas une bible. On ne peut pas que se fier là-dessus pour sélectionner les arbres. Les prescriptions sylvicoles, on va encore de manière beaucoup plus précise. Et donc, c'est ça, le système n'est pas encore parfait, puis on travaille activement, encore une fois, à l'améliorer. Et il n'y a pas que le système de classification qui évolue encore à ce jour, mais il y a même le type de coupe, il y a une nouvelle type qui est arrivée. En fait, oui, de plus en plus, on a passé dans les forêts feuillues du Québec, la prescription la plus commune maintenant, c'est pour des coupes progressives irrégulières. Ça ressemble beaucoup au jardinage, les coupes progressives irrégulières. Il y aura sur le portail de notre cours là, une publication de Patricia Raymond qui explique bien les différentes familles de coupes progressives irrégulières. Mais en gros, disons que si le jardinage, la coupe de jardinage visait à prélever environ le tiers de la surface terrière ou du volume du peuplement, la coupe progressive irrégulière va aller puiser un petit peu plus dans la surface terrière, donc environ à 40 ou même jusqu'à 50% de la surface terrière du peuplement. Ce qui va permettre de créer un petit peu plus d'éclairage au sol, qui va favoriser aussi la régénération des espèces de tolérantes intermédiaires à l'ombre. Et peut-être, donc, c'est une des mesures qui a changé. Ça permet peut-être d'avoir des approvisionnements un petit peu plus élevés, de respecter le fait aussi que finalement en nature, les perturbations n'arrivent pas à un intervalle parfaitement régulier, comme ça serait le cas dans une coupe de jardinage. Donc, on peut espacer nos prélèvements par des intervalles qui varient dans le temps et qui vont donner une certaine irrégularité à la forêt qu'on pense qui est désirable. On parlait de s'être amélioré. En fait, une autre chose qui a été améliorée à travers ça, c'est le fait que, je pense en tout cas que c'est une amélioration, c'est le fait que maintenant la sélection des arbres, la prescription sylvicole suite à toute cette historique-là, est réalisée par des employés, pour tout ce qui est dans les forêts publiques, qui est réalisée par des employés de l'État. Donc des ingénieurs forestiers
des ingénieurs forestiers qui vont travailler à établir les prescriptions, les directives de martelage, puis qui vont pour toutes les forêts publiques du Québec, s'assurer que la sylviculture qui est faite va essayer de respecter cet équilibre-là précaire entre la nécessité d'approvisionner des usines de transformation et celle de maintenir un capital forestier de bonne vigueur et de qualité suffisante qui a un bon futur. Parce qu'évidemment, quand on fait ça, on pense toujours aussi aux générations futures. Puis peut-être la dernière chose à vous dire dans ce cadre-là, c'est de vous dire que Guillaume tantôt dit « en fait, on n'était pas bon ». Puis, ce qu'on espère à travers le stage, c'est que vous, là, qui faites le cours, que vous allez être bonne et bon pour réaliser, puis pour comprendre toute la complexité de ce qui détermine la vigueur puis la valeur des arbres, pour être capable de réaliser des bons choix. Exactement. Nous, ce qu'on veut, c'est vous prendre là, dans ce cours-là, puis vous amener vraiment à être capable de développer votre autonomie, à marcher dans une forêt, à comprendre sa complexité, à comprendre quel arbre est vigoureux, quel arbre ne l'est pas, quel arbre a une certaine valeur, quel arbre ne l'est pas, et après, intégrer tout ça en fonction d'autres problématiques comme la régénération puis des choses comme ça qu'on ne vous a pas encore parlé, pour être capable de faire des prescriptions pour garder une forêt en santé, mais aussi faire en sorte qu'on est capable d'amener du bois qui a une bonne valeur, faire des produits intéressants avec ça et faire une foresterie, en fait, garder la foresterie en santé, la forêt et la foresterie en même temps. Super, sur ces des belles paroles, Guillaume. Est-ce qu'on va leur montrer d'autres capsules? Bien entendu!